Bien le bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que dire aujourd'hui, tout se passe bien comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez, comme vous l'aurez programmé. On est mardi et vous le savez, on se retrouve pour notre deuxième et dernier numéro de la semaine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui est typique du mois d'octobre. Vous le savez, chaque année, il y a cette campagne annuelle de sensibilisation sur le cancer du sein. On en parle en deuxième partie d'émission. Mais dans un premier temps, nous avons reçu pour vous un grand homme de musique et de culture qui était à Ouagadougou pour les REMA. Il est donc reparti chez lui. Mais avant, nous avons réussi à arracher quelques mots de lui en entretien. Ça se passe avec Alain Bédjet. On regarde et on continue après. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous un grand homme de culture et de musique. J'ai une petite difficulté quand même à situer sa nationalité, tellement j'ai juste envie de dire que c'est un Africain, un Afro-descendant. Mais quand même, on est obligé de reconnaître qu'il est originaire du Cameroun. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Alain Bédjet. C'est comme ça? C'est ça, c'est bien ça. Super. Bonjour Stéphanie. Bonjour, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Merci de m'accueillir ici sous ce magnifique soleil de Ouaga. Absolument, magnifique Ouais. aujourd'hui. Ah ouais, j'ai bien de la chance. Ah, il est pardon, il est magnifique, c'est sûr. Ouais. Bienvenue. Comment ça se passe le séjour à Ouaga? Très bien, j'ai été vraiment bien accueilli par l'équipe d'Alif Neba, l'équipe du REMA, l'ensemble de l'équipe de REMA à qui je dois bien le reconnaître, a fait un formidable travail pendant ces 4 jours. Donc je suis venu intervenir dans le cadre du REMA sur des questions de digitalisation de la musique, de l'industrie musicale. Vaste sujet parce qu'aujourd'hui, avec ces périodes de confinement, de périodes de Covid que l'on est en train de vivre, on se rend bien compte qu'Internet s'impose vraiment à nous. Et puis, on a tous un téléphone portable, un smartphone, voire 2 smartphones, et on écoute beaucoup de la musique sur les smartphones. Donc, on a voulu voir pendant ces 3 jours, ces 4 jours, finalement, comment ça se passe, comment est-ce que les artistes, finalement, utilisent ces outils pour créer, produire et générer des revenus, parce que, surtout dans des temps comme ça, comment est-ce qu'ils vivent de leur travail, en fait. Et on a parlé de tout ça. D'accord, j'espère que vous avez trouvé une solution. Écoute, on a abordé les pistes, on a partagé, chacun de nous a partagé son expérience. On était plusieurs intervenants, certains venaient du Kenya, du Sénégal, comme Didier Awadi, du Togo, comme Maréchal Zongo et d'autres. Moi, je viens de France, et puis d'autres confrères aussi. Michel Beltan aussi, qui est experte, qui venait de France aussi. Donc, chacun a partagé son expérience, et à nous tous, on a essayé de montrer un peu comment nous faisons, chacun de nos côtés, pour que ça puisse inspirer la jeunesse, pour que ça puisse inspirer tous les professionnels qui sont venus autour. Pas très nombreux, je dois bien le dire, hein, je le redis encore. Je pense que les musiciens devraient davantage aller au REMA, parce que c'est vraiment une plateforme pour eux. Ce sont les rencontres musicales africaines, et c'est vraiment une formidable opportunité de se rencontrer. Parce que moi, je suis venu là, j'ai rencontré mes confrères du Congo, d'ici, de Ouaga, et on a échangé beaucoup de cartes de visite. Et puis, je sais qu'on va avoir des collaborations. J'ai déjà identifié quelques artistes que je vais programmer l'année prochaine, et j'espère inviter d'autres programmateurs aussi que j'ai rencontrés dans le cadre de ces rencontres, aussi à mes événements. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et c'est sûr que ce type de rencontre-là, forcément, ça crée du lien et ça permet de se vendre facilement à l'extérieur. Exactement. Justement, tu as parlé de partage d'expérience. Oui. Ton expérience, quand même, elle est, on va dire, très immense, riche. Elle commence quand? Ton histoire avec la musique. Elle commence quand? L'histoire avec la musique, ça commence tôt, gamin, j'ai envie de dire, parce que moi, depuis tout bébé, mes premiers souvenirs avec la musique, j'étais assis au village et ça jouait, ça chantait, ça dansait. Et je pense que la musique, nos rythmes m'ont accompagné. Moi, j'ai très vite, mes parents m'ont envoyé très tôt en Europe faire mes études. Et puis la musique est restée. Je suis reparti. Quand je suis arrivé en France, j'avais les Dédi et Yango, Prince, j'avais les Bendeka dans ma tête, j'avais toutes ces musiques, le Makossa du pays qui nous a accompagnés, le Bikutsi, la Siko, parce que je suis d'origine Bassa, une autre musique, c'est la Siko. Et tous ces rythmes, voilà, m'ont toujours bercé, baigné. Et puis quand je suis arrivé en France, le fait de ne plus être chez soi, finalement, ces musiques sont devenues très importantes, en fait. Et donc, quelque part, quand on se retrouvait en famille, on écoutait, on partageait encore plus. C'était une occasion finalement, d'entretenir un peu cette flamme, cette culture qui était la nôtre. Et quand on grandit dans les années 80, le hip-hop arrive. Et c'est fantastique parce que pour le coup, on commence à avoir des Noirs comme nous qui nous ressemblent. Enfin, sur le continent, ça paraît toujours un peu étrange, mais quand on est en Europe, voir des frères qui ont la même couleur que soi et qui montrent d'autres choses, des formes, des nouvelles esthétiques, une musique, des pas de danse et complètement nouvelle. Et je suis plongé dedans comme beaucoup. Commence à tourner sur la tête. Et puis plus tard, étudiant, commence à organiser des concerts, des soirées. Et puis voilà, je pense que la musique a
Bah, en fait, elle est très vite devenue le fil conducteur, je dirais la colonne vertébrale de ma vie et de mon travail. Et justement de ce travail d'organisateur d'événements, je commençais à travailler avec des artistes et d'artiste en artiste, du management à la production, production de concerts, production de festivals. Et finalement, voilà, j'ai commencé à baigner dedans jusqu'à ce que pourra développer parce que jusqu'à ce que ça devienne ta vie. Jusqu'à ce que ça devienne ma vie, exactement. Ouais, mais ouais. c'est vrai que tu as fait manager, producteur et d'artistes et d'événements. Exact. On va en venir. Mais comment tu choisis un artiste avec lequel tu travailles? Bah, écoute, comment choisir un artiste? J'ai envie de te dire que c'est les rencontres, en fait. Moi, j'ai toujours fait confiance à la vie, parce que c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Il y a que des rencontres heureuses, en fait, qui permettent de se connecter. Et puis, je peux parler de la première artiste avec laquelle j'ai commencé à travailler, qui s'appelait Elsa Martin, d'origine guyanaise. On s'est connus au collège. Et puis, là, je l'ai vue évoluer. Elle savait chanter la musique, c'était sa vie. Je le voyais. C'était elle, la musique. Elle incarnait la musique. Et puis, en grandissant, j'ai vu que moi, elle était plus trop dans son truc. Puis moi, comme j'étais organisateur, bon, j'ai commencé à l'aider à organiser son travail. Et puis, il y a eu cette relation de confiance. Et c'est par finalement la discussion, la confiance. Et puis, ouais, c'est ça, en fait. C'est bizarre parce que quand je discute avec d'autres confrères, quand j'ai fait des formations, ils te disent, quand tu as un coup de cœur pour un artiste, limite, n'y va pas, parce que tu n'es plus rationnel, en fait. Ouais. Tu perds toute objectivité sur le travail. Mais la réalité, et je le vois même chez beaucoup de confrères, à part dans les maisons de disques, qui sont beaucoup plus dans l'objectif, dans des paramètres, des critères de nombre de followers et tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on fonctionne tous à l'affect. Au bout d'un moment, tu tombes amoureux d'un artiste et de sa musique, de son parcours. Et puis, tu as envie de l'accompagner, tu as envie de voir grandir ce projet. Et puis, surtout, tu as envie de le partager avec la terre entière. C'est ça, surtout. C'est que tu as envie de... Tu veux pas que ça reste dans la confidence. Que toi. Il faut que tout le monde le voit, que tout le monde l'entende. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti, j'ai envie de dire, obligé de porter la musique africaine en Europe? Bah, en fait, ça c'est... je parlais du hip-hop tout à l'heure. Nous, on a grandi beaucoup dedans. Et puis, à la fin des années 90, vraiment, je peux même le situer, c'est en 99. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, on n'est pas les Américains, en fait. Il y a eu toute cette musique américaine, ce fantasme du noir américain et de toute la puissance américaine, quelque part, qui s'est aussi, du coup, finalement, qui était fantastique au début, mais elle s'est imposée à nous et devenait extrêmement pesante. À tel point qu'on se retrouvait un peu étouffé. Je me suis dit, mais en fait, attends, moi, je viens du Cameroun. Je vois mes amis sont maliens, sénégalais, ivoiriens, béninois, comment dire, malgaches, mauriciens. Et je me suis dit, mais en fait, on n'est pas là, en fait. On ne voit pas nos musiques, on ne voit pas nos artistes. Et ces réflexions ont commencé à tourner dans ma tête. Et puis, je me suis dit, mais en fait... Et quand j'ai commencé à bosser avec les artistes, j'ai fait un choix très radical. Je me suis dit, bon, je bossais au début avec les artistes français, qui faisaient du rock, de la pop. Mais ça n'avait pas le goût. Un truc qui manque. Ouais, il manquait un truc. Et puis, à un moment donné, ça a été très clair. Et puis, je dois bien avouer que c'est à force de venir aussi sur le continent. Je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Moi, je viens de là, je veux défendre des couleurs, en fait. Et puis, je serai plus cohérent, je serai plus en phase avec moi-même et je serai beaucoup plus motivé à défendre les projets. Donc, ça a été un positionnement que j'ai défini en 99 et je n'ai jamais changé depuis. Difficile à porter ou pas? En Europe, oui. En Europe, oui, parce que la France est un pays complexe, comme on le sait tous. Et forcément, d'un, c'est complexe, et puis de deux, c'est le contexte de la migration, en fait. On est dans un pays étranger à qui on doit faire découvrir une culture, qui n'était pas préparé forcément à découvrir. Donc, finalement, notre challenge, c'est de rendre accessible, finalement, ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il faut construire un discours, il faut montrer les choses, il faut transcender aussi l'imaginaire de l'autre. Et quand je vois aujourd'hui les nouvelles générations, les Aya Nakamura, les Maître Gims, à qui je dois bien le reconnaître, font un travail incroyable. Même si parfois on peut trouver des choses à redire, mais ils font un travail de sensibilisation, de vulgarisation de la culture africaine. Quand on va à un concert de Maître Gims ou d'Aya Nakamura, les gens ne peuvent même pas s'imaginer, il y a 85% du public, ce sont des Blancs. Et aujourd'hui, et comme hier même, je pense, de tout temps, je pense que l'Europe a toujours été fascinée par l'Afrique. Elle est à nouveau très, très fascinée par ces nouveaux musiciens. Et quand on a des artistes aujourd'hui, je vois même Alif Naba quand il vient en France, ou comment ça s'appelle, les Salif Keita quand ils sont arrivés dans les années 80, Youssou N'Dour, Manu Dibango, le précurseur dans les années 40. Oui. Finalement, tous ont emmené un imaginaire, ont complètement changé le monde, en fait. Et les nouvelles générations poursuivent cela grâce aux clips vidéo, grâce à Internet, et c'est dingue, quoi. Il y a quand même une question qui me taraude. Souvent, on me dit,
Parce qu'il y a des artistes ici en Afrique, quand ils font de la musique, qui se vend bien en Europe, on entend souvent cette phrase-là. Tu fais de la musique de blanc. Ouais. On a l'impression que ce qui se vend en Europe est différent de ce qui se vend en Afrique. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est quelque chose même qu'on entend là-bas aussi, de l'autre côté. Okay. C'est-à-dire que, en fait, tous les artistes qui font du tradi moderne, comme les Alif, par exemple, Nabat, que je citais tout à l'heure, les Big Bassi, Rokhaya Diallo, voilà. Non, Rokhaya Traoré, pardon. Rokhaya Traoré. Ce sont des artistes qu'on a mis dans la world, qui se sont identifiés, qui ont été très vite mis sous le chapeau de la world music. La musique du monde dans laquelle tu as la musique tzigane, russe, allemande, arabe. Donc du coup, on était dans ce gros fourre-tout qui était tout ce qui n'était pas européen, blanc, français, mais c'était le reste du monde. Bref, on a accepté. C'est devenu un branding quelque part. Et tous les artistes africains qui sont retrouvés dans cette catégorie-là, étrangement, étaient beaucoup plus consommés et sont beaucoup plus consommés par les Européens. Je ne sais pas, hasard des choses, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un travail de communication qui a été fait. Il y a une affaire de réseau. Et puis aussi, je pense que comme dans chaque population, chaque peuple, il y a des différentes catégories. Et ce segment de la musique, moi je l'appelle un peu la musique savante africaine. C'est-à-dire que c'est une musique qui est un peu plus sophistiquée, un peu plus construite d'une autre manière. Et c'est une musique qui n'est pas toujours très accessible. Par rapport au coupé-décalé qui est tout de suite brut, le dombolo, le soukous, tout ça. Enfin, il y a des musiques qui sont très accessibles parce que c'est nos musiques de fête, d'ambiance. Ce sont des musiques qui ont cette force de nous rassembler et de nous faire vivre des moments de joie incroyables. Et tandis que ces autres musiques qui sont un peu plus confidentielles, c'est des musiques qui s'écoutent, sont des musiques peut-être plus qui se dégustent comme un bon plat. Exactement. C'est le bon plat gastronomique que tu apprécies dans des rares occasions. Et forcément, ce n'est pas des privilèges de tous. Et je pense que ces artistes vivent cette même segmentation-là. Mais il s'avère que ce sont les Européens qui les consomment le plus parce qu'ils ont des gros festivals et qu'ils ont les moyens de les faire tourner en Europe parce qu'ils ont atteint un niveau dans leur société qui font que, bon, les besoins de base sont satisfaits. On peut aspirer à autre chose. Exactement. Parlons événements. Oui. Les événements, quand on lit sur toi, en fait, c'est comme un chapelet qu'on égrène. Il y en a tellement. Les plus gros pour toi, c'est lesquels? Les plus gros événements que j'ai portés. Le premier, c'est Africaphonie. Il y a un peu plus de 10 ans de cela. Africaphonie, c'est un festival qu'on a créé avec un confrère qui s'appelle Abraham Salah, qui est du Togo, que je salue au passage parce que c'est un garçon formidable. Et on s'est rencontrés, on avait des idées, on avait des rêves. À l'époque, on parlait de la mémoire de l'esclavage. La loi Taubira venait de passer en 2007. Et puis on s'est dit, il faut qu'on crée une rencontre qui réconcilie les peuples, qui réconcilie les Afro-descendants, les Guyanais, les Martiniquais, tous ceux dans nos ancêtres qui sont partis par les cales de bateau et qui sont devenus aujourd'hui des Afro-descendants, comme on les appelle dans les territoires des Caraïbes, des Amériques. Et en France, ils sont nombreux. Et puis il y avait ce problème d'histoire pas reconnu. La France avait un problème avec cette histoire-là, comme on le sait. Et la loi Taubira est arrivée. Et puis on s'est dit, bon, réunissons les Français, les Africains, les Afro-descendants, réunissons-nous autour d'un événement. Et on a créé Africaphonie pour être la voix de cette réconciliation en musique, par la parole. Il y avait aussi bien des musiciens, des conteurs, des slameurs. Enfin, on a vraiment donné la place à la parole et au rythme. Donc ça, pour moi, ça a été un événement fondateur dans mon parcours, parce qu'il a complètement même changé ma manière de travailler. Parce que d'un coup, c'était pas promouvoir un artiste, mais c'était plutôt utiliser quelque part notre matériel historique, patrimonial, et puis nos questionnements aussi, au service finalement de tous, quoi. Et c'est devenu, je pense, le socle de beaucoup d'autres de mes projets. Et puis après ça, je travaillais sur un projet qui s'appelait Creole Factory. C'était une grande expo d'art contemporain qui réunissait 60 artistes du monde entier, en tout cas issus des mondes, dits des mondes de l'esclavage, là où justement se sont retrouvés nos anciens ancêtres. Et en fait, cette exposition, elle a été aussi, je dirais, ça a été l'autre étape après Africaphonie. Ça a été l'occasion de travailler vraiment plus avec les Afro-descendants. Et du coup, j'étais un peu un ovni là-dedans parce que j'étais un Africain qui s'occupait de ces questions. Et du coup, il me disait, mais pourquoi un Africain se met là-dedans? Je dis, mais sachez une chose, c'est que quand un enfant est séparé de sa mère, il n'y a pas que l'enfant qui souffre. La mère reste endeuillée également. Donc il est normal que, d'une certaine manière, moi, Africain, je vienne avec vous pour travailler sur ces choses-là. À un moment donné, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve. Voilà. Et donc finalement, cette idée c'est marrant parce que cette question
le pont, faire le pont en fait entre les gens, c'est devenu un peu un gimmick maintenant. Depuis, c'est ça. J'essaie de rassembler les gens et c'est ce qu'on fait avec le MOCA, qui est le troisième, je dirais, acte fondateur de mon travail. Réunir finalement les Africains, la diaspora, autour d'une plateforme, autour de non plus les questions de mémoire, de patrimoine, mais plutôt une question d'échange. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Comment est-ce qu'on crée la musique, le cinéma, la danse, le théâtre, les arts visuels, et dialoguer des gens entre nous, échanger nos expériences. Et finalement, au-delà de nos expériences, c'est comment est-ce qu'on collabore ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora veut aller sur le continent. C'est pas toujours avec qui, c'est pas toujours comment, par quel circuit emprunter. Et puis sur le continent, il y a beaucoup de professionnels qui veulent aller aussi aborder le marché international parce que Ouaga, Burkina, c'est plus assez grand pour eux. L'Afrique, ils l'ont déjà conquise. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et puis eux aussi, parfois, ils veulent collaborer avec des acteurs de la diaspora. Donc voilà, on a créé le MOCA, donc ce forum dédié aux cultures africaines, pour justement créer le pont, rassembler, réunir et permettre de collaborer pour aussi développer du business. Parce que on ne le dit jamais assez, la culture, c'est aussi une industrie. Bien sûr, c'est une grosse industrie. C'est une grosse industrie. Et moi, j'ai envie de savoir, pourquoi le MOCA a sa 5e édition cette année? Oui, cette année. Pourquoi justement créer encore un événement? Oui. Pourquoi ne pas ajouter ce que le MOCA offre à ce qui existe déjà? Très intéressante ta question. Bah écoute, quand on l'a monté, je vais te dire, le MOCA est né, pour tout te dire, le MOCA est né en 2014 à Rabat. En 2014, j'étais invité à la création d'une plateforme qui s'appelle Visa for Music, qui réunissait les professionnels de l'industrie musicale. Et en même temps, à Rabat, il y avait le Forum Artérial, la conférence qui réunissait toutes les industries culturelles africaines, portée par l'Afrique du Sud. Et puis, il y avait un autre troisième événement. Donc, en l'espace d'une semaine, j'ai vécu au Maroc 3 événements internationaux qui parlaient de la structuration, du développement des industries culturelles. Et je dois bien dire, j'ai pris une claque. Parce que je me suis dit, j'ai réalisé à quel point ça allait vite sur le continent, à quel point les artistes, les entrepreneurs innovaient et puis en même temps ils collaboraient, ils y allaient avec beaucoup d'audace et beaucoup de réussite aussi pour certains. Et je suis rentré à Paris et je me suis dit, mais en fait, nous en tant que diaspora, on fait quoi en fait? On fait des choses, mais on ne s'est jamais vraiment assis pour échanger, pour savoir qu'est-ce que l'on fait véritablement. Et souvent on a la sensation de se connaître, mais on se croise, mais on ne se connaît pas dans le fond. Et du coup, on ne peut même pas collaborer véritablement aussi. Et en fait, cette rencontre, ce forum, le MOCA, s'est imposé comme étant une réponse aussi à cette solitude que nous vivons et cet isolement que nous vivons aussi dans nos exils là-bas, pour justement se retrouver, échanger et puis aussi trouver des solutions aussi à nos propres challenges. D'accord. Et en 5 ans? Et en 5 ans. Tu as l'impression que tu arrives à atteindre ton objectif, tu t'en approches? Ben, écoute, je pense que chaque année on monte des pas, on avance. Et l'objectif, en fait, pour moi, il est atteint quand je vois un artiste ou un entrepreneur rencontrer un autre, ils échangent leur carte de visite. Et après, je les revois, ils me disent, mais tu sais, il y a 1 an, j'ai rencontré tel. On a collaboré, ça s'est super bien passé. Et du coup, ça a matché. L'année dernière, par exemple, Gaston Caboret est invité. Nous avons invité Gaston Caboret, l'aîné, à qui je rends vraiment hommage pour tout son travail, sa carrière et son inspiration. Pour nous. Ah oui, et pour nous aussi de l'autre côté, c'est un monument. Oui. Voilà, donc nous avons invité Gaston Caboret au MOCA, il est venu. Et puis, il a intervenu sur les questions du cinéma et de son expérience. Et puis il rencontre sur une table ronde, il y avait l'une des plus grandes réalisatrices de clips, Laila Si, qui a fait tous les clips des NTM, de Kerry James, vraiment. Si on a 2 grands acteurs dans le clip, il y a Laila Si et Chris Macari, et elle était là. Et donc elle expliquait qu'elle nous faisait la confidence que l'un de ses plus grands rêves, c'est d'aller former des jeunes en Afrique à la réalisation. Okay. Et là, Gaston Caboret, qui était dans le public et qui l'écoutait attentivement, je le revois encore comme ça, il prend le micro, il saisit l'appel au bon et lui dit, écoute, moi je te propose de venir à Ouaga, j'ai une école ici, Imagine oui. Viens faire des masterclass accompagnés. Voilà, ça c'est des miracles qu'on essaie d'opérer. Justement, un acteur de la diaspora, un acteur du continent, qui a une plateforme, qui a une expérience, il se retrouve et il décide de collaborer. C'est des petits miracles que nous essayons d'opérer chaque année et je dois bien avouer, ça marche. Ça marche et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. D'accord. Et est-ce qu'il y a de l'engouement finalement autour? Parce que c'est vrai que quand on parle d'une rencontre de professionnels, on a l'impression qu'on se situe quand même dans un petit cercle.
Oui. Est-ce que enfin, je veux dire, est-ce que le petit artiste musicien qui vient de commencer sa carrière, qui est à peut-être 5 ans, qui se dit dans son quartier, tout le monde le connaît, dans sa ville, il a atteint un certain niveau, est-ce que ce profil d'artiste-là se retrouve? Bien sûr, c'est ouvert à tout type d'artistes en fait. Je vois ça un peu comme une pyramide, c'est-à-dire que dans le haut de la pyramide, il y a les plus expérimentés qui ont entre 10 et 30 ans d'expérience et qui n'ont peut-être parfois pas besoin du MOCA pour se développer, mais nous avons besoin d'eux pour témoigner et faire profiter justement à ceux qui arrivent, ceux qui sont en bas de la pyramide et qui sont les plus nombreux généralement, de leur faire profiter de leurs expériences et surtout qu'ils puissent se rencontrer, échanger, parce que je crois beaucoup au mentorat. Moi j'ai eu la chance, je n'ai pas appris mon métier à l'école, j'ai beaucoup appris grâce aux aînés que je rencontrais, à qui je portais les valises, je faisais les dossiers pendant des mois et des mois, je travaillais parfois 2 ans sans être payé. Mais ça a été une formation extrêmement utile. Et grâce justement à mes mentors, à mes pairs, j'ai pu apprendre ce métier, j'ai pu découvrir les subtilités. Et je pense que c'est ce que nous essayons aussi de faire pour justement tous ces jeunes artistes pour qui faire de la musique, faire carrière dans le cinéma, ce sont des gros rêves, parfois bordés d'illusions. Mais quand ils rencontrent un aîné qui a déjà cheminé, qui a déjà ouvert le chemin, pour eux, c'est une source d'inspiration et c'est aussi quelque part une manière de les rassurer sur le fait que tout va bien se passer en fait. Oui, mais en même temps, on va dire, moi j'ai envie de dire, c'est également l'occasion de se rendre compte qu'au fil des années, ça évolue, les défis bougent et il faut apprendre à s'adapter. Bien sûr. Par exemple, 2020. Oui. Comment 2020 a impacté le MOCA? Oh là là, 2020, l'année de toutes les promesses et l'année la plus inattendue qui soit. Donc, 2020, comment ça nous a impacté? En fait, initialement, en France, il devait y avoir cette saison Africa 2020 qu'a voulu le président Macron d'ailleurs ici lors de son discours, le fameux discours de Ouaga. Oui. Voilà, qu'il avait annoncé en grande pompe. Et tout le monde se préparait à Paris pour accueillir cette saison Africa 2020. Et comme tout le monde le sait, le Covid est arrivé et il a bousculé tous les plans. Et nous, dans ce contexte-là, l'événement devait être labellisé, enfin il l'est toujours. Et nous devions justement proposer une édition un peu inhabituelle, disons à la mesure de cette saison. On devait faire vraiment un très très gros événement et donc on était en train de se préparer, on était en train de faire des voyages au Rwanda pour inviter des délégations. Commençait déjà à faire le tour de pas mal d'acteurs pour leur dire bon bah toi tel du Cameroun tu viens, tel de Dakar tu vas venir, tel de Ouaga prépare-toi et tout. Et en fait le Covid est arrivé et du coup il a fallu repenser tout ça parce que nous en France on a vécu une période de confinement qui a duré 3 mois donc impossible d'avoir une quelconque activité. Et puis là on est dans une nouvelle vague et qui fait que tous les événements s'annulent les uns après les autres. Donc on a essayé d'anticiper l'histoire. On s'est dit, bon, on ne va pas prendre de risques, on va faire une édition digitale. Parce qu'après tout, la seule dimension qui va manquer, c'est la relation humaine, c'est le contact. Parce que ce qui est très très essentiel dans ces rencontres-là. Mais néanmoins, l'autre dimension qui est le partage d'expérience, finalement l'échange et l'identification aussi, on va pouvoir le faire. Donc du 2 au 8 novembre, on va faire cette édition du MOCA qui sera en digital. Et pour le coup, ce qui est plutôt bien, c'est que tout le contenu, tous les échanges seront à la disposition du monde entier. Pas forcément besoin de faire les déplacements. Exactement. C'est super. Pas de billets d'avion, pas de chambre d'hôtel. Pour nous, c'est une grosse économie, même si c'est aussi très compliqué à d'autres égards. Oui. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ici à Ouaga, le public pourra accéder à ce contenu au Cameroun, en Afrique du Sud, pour les conférences qui seront en anglais, et puis bien sûr dans la diaspora. Donc, c'est aussi l'opportunité de faire connaître plus largement le MOCA et puis d'étendre notre audience. Donc on travaille vraiment dans ce sens-là aujourd'hui. D'accord. Okay. Et est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement demeurer ainsi ou un volet que vous allez prendre en compte si les choses reviennent à l'ordre? Oui. Bah, écoute, l'opportunité que nous a donné le Covid, parce qu'il n'y a pas eu que les effets négatifs, ça nous a aidé à nous remettre en question, véritablement, à repenser même notre modèle et d'intégrer ce qu'on repoussait toujours un peu. On se disait, bon, on va faire les choses sur Internet, on verra quand on sera plus structuré, on aura plus de moyens. Et là, en fait, on a été obligé d'y aller vraiment. Et du coup, ça a entraîné plein d'autres réflexions, parce qu'on a fait une étude justement pour identifier un peu les attentes et les besoins des acteurs, les artistes entrepreneurs. Et parmi les attentes qu'ils ont énoncées, il y a ceux d'avoir une plateforme, une base de données, une base de réseau, du contenu, de l'information. On a commencé à réfléchir vraiment dans ce sens-là. On s'est dit, mais tiens, en fait, le MOCA, c'est une fois par an, mais grâce à Internet, finalement, si on le veut, on peut pérenniser, on peut perpétuer l'expérience. On pourrait avoir quelque part cette même dimension
mais à l'année en fait. Ouais. Donc du coup, nous réfléchissons aujourd'hui à un projet digital sur lequel nous commençons à pas mal avancer. Pour l'année prochaine, lancer, nous le souhaitons, on va vraiment tout faire pour, lancer cette plateforme en fait qui sera une évolution du MOCA, mais une base de ressources, d'informations, de partage collaboratif et puis d'informations. Ouais. D'accord. Bah, c'est super. En attendant l'année prochaine, Ouais. on a envie de souhaiter bon vent à l'édition de cette année Mais qui oui. arrive dans quelques semaines. Qui arrive dans deux semaines moins de 10 jours. Voilà. Moins de 10 voilà. jours, oui. Donc, vous pourrez retrouver tout l'ensemble du contenu sur notre site internet, Ouais. le-moca.com. Donc, ça aura lieu du 2 au 8 novembre. Et le fil conducteur, comme tous les ans, nous en avons un, c'est créer, entreprendre en temps de crise. Ouais. Et forcément, quand on parle de ça, on parle d'innovation, on parle de changement, parce qu'on est vraiment dans ce monde-là aujourd'hui. Et on va aborder toutes ces questions avec une panoplie d'experts dans tous les secteurs d'activité. Et on vous invite vraiment, public de Ouaga, à suivre, à vous connecter et à suivre, parce que le MOCA, ça peut être aussi utile pour vous. Ouais. Absolument. On arrive à la fin de notre entretien. Oui. Est-ce que tu as un petit dernier message pour tous ceux qui nous regardent? Mais oui, je pense que, en fait, c'est toujours mon plaidoyer sur la culture. Hein. Je crois que la culture est... Dans Ouaga, je n'ai même rien à apprendre parce qu'à Ouaga, j'ai surtout plus à apprendre ici. C'est une capitale culturelle africaine. Il y a le FESPACO, il y a en ce moment les Récréatrales, il y avait hier encore les REMA et bien d'autres événements aussi. Et je suis vraiment très très fier d'être ici, dans ce pays, de découvrir la puissance et l'intérêt que les gens, que les institutions, tout le monde a pour ce secteur d'activité. Mais je voudrais rappeler aussi que ces secteurs d'activité, ce sont des industries et qu'il faut les accompagner. Il est important de les accompagner. Le public est souvent là, se mobilise, mais il est important aussi que les investisseurs appuient, les institutions créent un cadre, développent des formations. Je vois dans le cadre de la musique, on a beaucoup parlé de formation parce qu'on se rend bien compte que on parle de droit d'auteur, on parle de notions de tournée, de ceci, de cela, et parfois les bases même du langage ne sont pas comprises en fait. Donc tous ces métiers-là doivent être davantage développés. Et moi j'encourage, hein, c'est pas que le travail des institutions, c'est aussi notre travail à nous professionnels. Et je salue encore des initiatives comme celle d'Alif Naba. On ne dira jamais assez, mais il faut des entrepreneurs comme ceux-là. Je dis bien entrepreneur parce qu'un artiste est aussi un entrepreneur aujourd'hui. Et il faut ça, je pense, vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Et bon retour chez toi. Merci. Et à très vite. À très très bientôt. Merci beaucoup les amis. Et à très vite également. Qui sera